Cold Case, la science face au crime. Il faut parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs avant de résoudre une affaire criminelle. Analyse des traces de sang, expertise ADN et médico-légale, ce sont de plus en plus souvent les avancées techniques et scientifiques qui permettent de confondre des meurtriers passés jusque-là sous les radars. Je suis David Di Giacomo, chef du service police-justice de France Info, et avec les journalistes de mon équipe, nous allons vous raconter, au travers de grandes affaires, comment les sciences criminelles sont devenues incontournables pour élucider les cold cases. Premier épisode, le meurtre de Christelle Blétry, quand l'ADN conduit aux aveux. Le corps d'une jeune femme de 20 ans portant de très nombreux coups de couteau a été retrouvé ce matin dans un fossé près de Blanzy, en Saône-et-Loire. Quand je pense à elle en train de se faire assassiner, quoi. Des souvenirs, j'en ai plus guère. C'est l'assassinat qui domine. Le 28 décembre 1996, le corps de Christelle Blétry est découvert au bord d'un petit chemin de campagne. La jeune femme vivait à peine à 2 km de là, chez ses parents. Étudiante, bénévole au Resto du Cœur, fan de Jean-Jacques Goldman ou encore de Céline Dion, Christelle était, comme on dit, une jeune femme sans histoire. Sa maman, Marie-Rose Blétry, a 65 ans aujourd'hui. Je la rencontre dans son petit pavillon à Blanzy, près de Montceau-les-Mines, où Christelle a grandi. Elle voulait être puéricultrice, elle adorait les enfants. C'est compliqué, vous savez, quand on perd un enfant dans ces circonstances et de se dire comment était Christelle. Oui, c'était une belle ado, elle avait 20 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, Christelle Blétry a passé sa dernière soirée vendredi chez des amis dans la rue principale de Blanzy avant de quitter leur domicile vers 23h30. Elle a l'habitude de rentrer chez elle à pied, elle n'habite qu'à quelques centaines de mètres, une petite maison du lotissement du bois de Savigny. Mais ce n'est que le lendemain, aux alentours de midi, que la jeune fille est retrouvée par le facteur qui termine sa tournée sur un petit chemin qui mène à la ferme de l'étang d'Ocles. Le médecin légiste va relever 123 coups de couteau, sans remarquer à ce moment-là des traces de violences sexuelles. Les amis qui ont passé la soirée avec Christelle sont très vite placés en garde à vue, mais aucun élément ne pèse contre eux, ni d'ailleurs contre l'entourage familial de la jeune femme. Son petit copain, le prof de gym de son lycée, un pompier intervenu sur la scène de crime, un ami de longue date de ses parents et même le tueur en série Michel Fourniret sont tour à tour soupçonnés dans cette affaire, au fil des mois et des longues années d'enquête. Mais rien, ce meurtre et son mobile restent une énigme. À chaque visite chez le juge, j'avais peur qu'il me dise je vais fermer le dossier. J'avais peur de ne pas voir les scellés, qu'on me dise que les scellés avaient été détruits. On a raté le début de l'enquête sur l'assassinat de Christelle dans plein de choses, l'accueil au commissariat. J'ai pas su que Christelle avait été assassinée, il a fallu que je devine moi-même. J'avais appris par la presse les coups de couteau. L'enquête a très très mal démarré et on a vraiment été mis à l'écart tout de suite et malmené, quoi. Madame, monsieur, bonsoir. Plusieurs personnes entendues aujourd'hui par les enquêteurs après le meurtre d'une jeune femme de 20 ans à Blanzy en Saône-et-Loire. Ce soir, on en sait davantage sur les circonstances exactes de ce drame. Le meurtrier se serait notamment acharné sur sa victime. C'est le silence des enquêteurs régulièrement, c'est les enquêteurs qui changent, les juges d'instruction qui changent. On ne veut pas nous recevoir, c'est très compliqué. Si on n'avait pas eu aussi le cabinet Seban pour pousser et demander régulièrement des entretiens au ministère de la Justice, de l'Intérieur, où on avait enfin réuni aussi tous les dossiers dans le même tribunal. C'est une bagarre de 18 années. Tous ces dossiers dont parle Marie-Rose Blétry, appelés par la presse les disparus de la CIS, ce sont 12 meurtres de jeunes femmes commis entre 1984 et 2005 dans un rayon de 200 km en Bourgogne et aux abords de l'autoroute A6.
Révolté d'avoir été maltraité, mal accueilli et très mal renseigné par les forces de police et le centre hospitalier, ulcéré de voir l'enquête piétiner, avec famille et proches, en février 97, elle va créer l'association Christelle. Son objectif, veiller au bon déroulement des enquêtes et à leur aboutissement. C'est compliqué, alors les suspects, oui, mais chaque fois on nous disait non, c'est pas lui ou c'est lui. Je sais que le commandant a terminé son enquête en disant que c'était un ami de la famille qui était l'assassin de Christelle. Encore une fois, il a détruit l'amitié qu'on avait et voilà, un travail mal fait. Encore une fois. Je m'appelle Raphaël Nedilko, aujourd'hui j'ai 50 ans. Je viens d'arriver donc du quai des Orfèvres, la brigade criminelle, en affectation à la DIPJ de Dijon. Et je découvre plusieurs meurtres anciens non résolus, qu'on appelle aujourd'hui cold case. Avant d'arriver à Dijon en 2008, Raphaël Nedilko a passé 8 ans au sein de la prestigieuse brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. C'est un enquêteur méticuleux, perfectionniste. Il reconnaît aussi une certaine obsession pour les cold cases. L'affaire Blétry, c'est une affaire qui a représenté au niveau de la Saône-et-Loire un véritable cataclysme. Je fais le nécessaire pour que le dossier Blétry me soit attribué en qualité de directeur d'enquête. Donc on est à peu près en décembre 2013. Il s'installe un tandem magistrat-OPJ qui va permettre de faire avancer les choses. Donc c'est pas moi tout seul, c'est si j'avais pas eu un magistrat de la trempe d'Emmanuel Vion ou d'Elsa Ossavy, je pense que la sauce n'aurait pas pris de la même façon. Il y a aussi en parallèle, et il faut le souligner, il y a la pression qui est exercée par l'association Christelle, par ses actions, par la voix de leur avocat, Didier Seban, Corinne Herman, à l'époque, qui fait que le cold case non résolu et qu'il convient maintenant de gérer en priorité, c'est le dossier Blétry. Ce dossier Blétry, en 2013, ce sont déjà 27 fausses pistes en 17 ans d'enquête. Mais aussi 2 expertises ADN, des vêtements de Christelle qui n'ont absolument rien donné. Alors, quand il reprend l'affaire, Raphaël Nedilko décide de tout remettre à plat. Lorsque l'on prend le dossier laissé par ses prédécesseurs et que l'on fait le constat que les scellés ont été exploités et qu'aucun ADN n'a été trouvé, les gens ont ce petit réflexe qui est pour moi une grave erreur, c'est-à-dire il n'y a pas d'ADN, c'est une erreur. Si on a un esprit scientifique, on doit se dire non. À l'époque où les scellés ont été expertisés, avec les méthodes qui étaient celles de la science à l'époque, on n'a pas trouvé d'ADN. Donc le réflexe a été à Madame Ossavy et à moi-même de réinventorier les scellés, en faire une liste exhaustive, de constater la qualité des conditions de leur conservation, de faire l'état de l'évolution de la science au moment où on décide de les reprendre, bien évidemment de faire aussi l'état de combien cela coûterait à la justice de tout faire expertiser, d'obtenir des autorités compétentes le feu vert pour pouvoir lancer les choses, et c'est ce qu'on a fait au printemps 2014. Chaque fois que je rencontrais le juge, chaque fois je demandais à voir les vêtements de Christelle. Car malheureusement, avec l'expérience qu'on avait dans des dossiers de l'association, on savait que les scellés pouvaient être détruits. Donc moi, je voulais voir les scellés, je voulais voir les vêtements de Christelle. Et chaque fois, je demandais d'analyser les vêtements, de couper les vêtements s'il le fallait. Enfin bon, c'était toujours ma demande. Et on nous disait, mais oui, mais il faut attendre, les techniques évoluent. Après, on nous a opposé les coûts. Enfin bon, voilà, c'était très compliqué. Et c'est lors d'un énième rendez-vous auprès du ministère de la Justice où vraiment on s'est mis en colère avec les avocats, où vraiment moi j'ai craqué. Là, je dis c'est pas possible, quoi. Moi je sais que la vérité viendra par l'ADN. Et là, enfin, on nous a accordé cette possibilité d'envoyer les vêtements au laboratoire de Bordeaux. Moi, je pense que c'était une intuition et ne voyant rien dans le dossier, c'est ça aussi, c'est 18 ans de silence, des pistes explorées mais qui ne donnaient rien. Voilà, il fallait le faire, Il y a eu un devis global que je ne critiquerai pas, puisqu'il faut avoir conscience de la complexité et du coût du matériel qui est utilisé pour mettre en place de telles expertises, mais de mémoire, pour l'analyse
total de tous les scellés, ça dépassait les 200 000 €. Donc c'est la raison pour laquelle on a jugé opportun de faire un ordre de pertinence, et dans sa bienveillance, Madame Ossavi a su hiérarchiser l'importance des scellés pour faire déjà un premier jet qui était déjà d'une cinquantaine de milliers d'euros. Donc sont envoyés les scellés les plus pertinents, donc sac à main, vêtements, sous-vêtements. On arrive en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Bordeaux, le terminus de notre TGV Inouï. Laboratoire d'hématologie médico-légale. 18 ans après le meurtre de Christelle, les scellés vont être expertisés dans l'un des meilleurs laboratoires français en matière d'analyse ADN. Le professeur Christian d'Outremepuich a accepté de nous ouvrir les portes de son labo. Hématologie médico-légale, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme ? Alors derrière ce terme, il y a la notion de tache de sang qu'on analysait et qui était presque la seule analyse que l'on faisait dans les années 90. Et donc ce laboratoire a été créé le 1er janvier 1996, principalement sur les taches de sang et taches de sperme, d'où le terme d'hématologie médico-légale. Nous ici, on est des biologistes, on analyse des scellés judiciaires pour trouver des profils génétiques. Audrey Esponda, directrice générale du laboratoire, expert près de la Cour d'appel de Bordeaux. Nous sommes en fait un expert judiciaire au service de la justice, c'est-à-dire qu'on va donner du renseignement aux requérants. On va donner simplement du profil génétique et ensuite c'est l'enquêteur vraiment qui est maître de son enquête. Nous, on n'interprète pas les résultats, on donne un résultat biologique, scientifique qui va pouvoir aider la justice. Je dis souvent dans mon laboratoire, notre jardin, c'est d'obtenir une trace ADN. L'utilisation de la trace ADN n'est pas de notre ressort. Donc là, on est sur les scellés qu'on appelle identifiés comme appartenant à la victime. On a des salles de séchage et tout se fait dans des zones séparées. Les laboratoires sont identiques. Les techniciens peuvent travailler dossier par dossier et scellé par scellé, jamais 2 scellés ouverts en même temps. Et donc on va ouvrir le scellé, l'observer. Donc on fait toute la partie traçabilité de tout. On prend en photo ce que l'on visualise sur le scellé. On va décrire tout ce que l'on fait. Pour tenter d'extraire un ADN des vêtements et sous-vêtements de Christelle Blétry, le laboratoire va utiliser une méthode bien spécifique, la méthode dite du quadrillage. La biologiste Alice Peters est la responsable des analyses. Donc, par technique d'écouvillonnage, ils ont prélevé à la surface des vêtements toutes les cellules qui auraient pu être présentes. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans la tête qu'on a quadrillé le vêtement par écouvillonnage. Donc en fait, ils ont fait des prélèvements sur l'intégralité du vêtement, centimètre par centimètre. On est venu récupérer l'ensemble des cellules qui étaient présentes. Et donc ensuite, on a extrait l'ADN correspondant à ces prélèvements. Les experts du laboratoire vont ensuite utiliser une technique inspirée de l'oncologie, la microdissection laser. Ils sont les premiers en France à avoir adapté cette technique de traitement du cancer à la recherche d'ADN. Nous récupérons des cellules que nous allons extraire en quelque sorte d'un milieu et on va travailler à l'échelle cellulaire. Demain, je pense qu'on ira au-delà de l'échelle cellulaire, c'est-à-dire qu'on ira à l'échelle du noyau ou du cytoplasme. Mais là, aujourd'hui, on est à l'échelle cellulaire. Et donc, on peut récupérer par ces méthodes de l'ADN brut, en quelque sorte, que nous allons amplifier, séquencer par la suite. Et nous obtenons le profil ADN qu'on appelle le profil, si vous voulez, ADN, qui sera transmissible dans la base de données qui s'appelle le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Je sais pas si on va aller jusqu'en post-analytique. Donc là, une fois que le prélèvement de cellules, le prélèvement de sang ou le prélèvement de sperme est réalisé, on va venir extraire l'ADN et le purifier. C'est-à-dire éliminer tout ce qui pourrait nous gêner pour la suite. Tout ce qui est, par exemple, sur une découpe sur un jean, ça peut être le colorant, ça peut être de la terre, ça peut être tout composé qui pourrait nous gêner. On va vous montrer comment on travaille en microdissection laser. Donc là, vous avez le microscope. La lame est positionnée dessous. On va venir choisir les cellules que l'on veut prélever. Donc là, il a sélectionné une cellule. On vient appliquer un laser
qui va découper autour de la cellule. Et une fois que le laser aura terminé son cercle, on va dire, la cellule va tomber dans un tube qui est positionné dessous. C'est-à-dire qu'on va venir isoler les cellules une à partir d'un prélèvement qui a été réalisé sur un scellé judiciaire. Je dis souvent qu'on est au niveau de l'âge de pierre. Donc ça veut dire que tous les progrès sont devant nous. Depuis 10 ans, nous avons pu faire quelque chose que l'on n'imaginait pas il y a 20 ans, c'est-à-dire d'analyser la couleur des yeux, de la peau, des cheveux, à partir d'un spermatozoïde, à partir d'une cellule de contact, à partir d'un globule blanc. On peut sortir ces résultats. On ne l'imaginait pas. On peut aujourd'hui travailler en microdissection laser dans des situations encore plus différentes. Aujourd'hui, en 10 ans, nous avons fait de très gros progrès en sensibilité, en précision. On peut travailler sur une cellule, ce qu'on ne faisait pas. Donc, oui, les progrès sont tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait normal que lorsqu'un objet quitte notre laboratoire, eh bien, nous ayons retrouvé toutes les cellules différentes de la victime ou différentes du suspect selon la situation. Alors, on est au printemps 2014. Je suis dans mon bureau, mon téléphone sonne, je décroche. Et puis, donc, c'est Madame Ossavi, la juge d'instruction. Et la première chose qu'elle me demande, c'est de m'asseoir. Donc là, je me dis, voilà, qu'est-ce qu'elle va m'annoncer et tout. Donc, écoutez, ça a été quand même beaucoup plus vite que je le pensais, parce qu'il s'écoule, entre le moment où les scellés sont envoyés et les premiers résultats tombent, il s'écoule que quelques semaines, ce qui est très, 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 très rapide. Et elle me dit, écoutez, bingo, le laboratoire vient de me contacter, on a trouvé un ADN et un seul. Et tenez-vous encore mieux à votre chaise, on en a sous deux formes, des cellules épithéliales, c'est-à-dire des cellules de peau, mais aussi du sperme à l'intérieur et à l'extérieur du pantalon. Et là, pour moi, ça fait l'effet d'une bombe. Bien évidemment, d'aucuns vous diraient que c'est le tournant de l'enquête. Et puis, bien évidemment, avoir un ADN, c'est une chose. Maintenant, il faut savoir s'il appartient à quelqu'un. Et la première chose qu'on fait avec une deuxième ordonnance de commission d'experts, c'est la comparaison avec la base de données du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Donc elle me dit, je l'envoie, on croise les doigts, ça devrait être rapide. Donc là, on sent, aussi bien chez elle que chez moi, c'est une appréhension énorme. Parce que si le gars est inconnu, eh ben alors là, on est reparti pour un tour. Et donc, elle me rappelle, ça doit être le lendemain, je crois, donc rebelote, réasseyez-vous sur votre chaise, il est connu. Elle me donne le nom et elle me dit, là maintenant, monsieur Nedelko, je vous en supplie, dites-moi qu'il n'est pas connu dans le dossier, dites-moi qu'il n'est pas passé entre les mailles des filets. Et comme j'ai une connaissance totale du dossier, je lui dis, non, c'est un total inconnu. Pascal Jardin. Pascal Jardin, bien évidemment. Et ce nom est d'autant plus intriguant que c'est quelqu'un qui est déjà connu du service de police. C'est la raison pour laquelle il est inscrit au fichier des empreintes génétiques. Mais en plus, il est connu pour des faits qui sont en tout point similaires, puisqu'il a été inscrit dans ce fichier-là suite à l'agression qu'il commet en 2004 au domicile d'une jeune femme qu'il a pris soin de repérer 10 jours auparavant, et où il s'introduit en se faisant passer sous un faux plombier. Il se dévêt totalement en slip avec un couteau dans son slip, et il tente de l'agresser. Donc elle se met à hurler et le compagnon sort de la chambre, maîtrise l'individu d'un bon coup de poing dans la figure et le maintient au sol jusqu'à l'arrivée des forces de police. Inconnu. Je ne connais pas du tout ce personnage. Non. Inconnu. Même dans Blanzy, beaucoup de personnes m'ont dit après qu'ils ne le connaissaient pas. Donc là, on rentre vraiment dans une phase d'enquête qui est celle de creuser la vie de Pascal Jardin jusque dans ses moindres détails pour savoir quel était son lien par rapport à Christelle Blétry. Il est le fils d'un policier à la retraite, il a une sœur jumelle, il a des frères, il a des sœurs, il a des voisins, il a des collègues. Donc la maison qu'il occupait à l'époque de Blanzy, il ne l'occupe plus, il l'a vendue. Est-ce qu'il a cherché à fuir peu de temps après les faits? Pendant 18 ans, entre 1996, le meurtre de Christelle Blétry et son interpellation en septembre 2014. C'est Monsieur Tout-le-Monde. C'est un bon vivant, employé, cadre,
C'est quelqu'un qui a fait sauter sur ses genoux des enfants qui l'appelaient papa. C'est une personne qui était mariée, qui a eu des emplois successifs, donc on pourrait dire c'est extérieurement monsieur et madame tout le monde. Il est décidé d'un commun accord avec la juge de l'interpeller le 9 septembre 2014 dès 6h du matin dans son logement dans les Landes, qui est une date qui n'est pas n'importe quelle date puisqu'elle correspond à mon anniversaire et à celle de la juge d'instruction. Bon, voilà, c'est le hasard qui a voulu ça, donc je prends le volant d'un véhicule et je me souviens très bien rouler carrément sur sa pelouse, garer mon véhicule, donc il se retrouve comme le lapin dans le halo des phares, il est sur le pas de sa porte en train de boire son café et de fumer son cigario en regardant le soleil se lever. Et je vais tout de suite à son contact pour me présenter, expliquer la raison de notre venue et puis lui passer les menottes et procéder à son interpellation. Ce qui me marque tout de suite, un couteau pliant de marque Laïeul dans un étui en cuir à sa ceinture. Donc j'envoie ce fameux SMS à Elsa Ossavy et je lui dis Pascal Jardin interpellé sans difficulté, joyeux anniversaire Madame Ossavy. Et elle me répond nickel, joyeux anniversaire à vous Monsieur Nedilko. Il y a la première audition sur les faits et là c'est ce qu'on appelle couramment dans le jargon policier le PV de chic. C'est-à-dire comme j'arrive avec une copie pour le moins bien travaillée, bien creusée, je ne lui pose que des questions dont je connais pertinemment la réponse. Ça permet de jauger le niveau de sincérité de l'individu. Et là, bien évidemment, Christelle Blétry, il la connaît pas. L'affaire, ça lui dit rien. C'est une étape qui peut paraître vraiment, on pourrait s'en passer. Non. Il faut refermer toutes les portes parce que je sais ce que j'ai dans mon jeu. Et c'est là, à partir de là, une fois que vous avez soigneusement refermé toutes les portes pour éviter qu'ils puissent prendre la fuite lorsque vous dévoilez vos éléments lourds, à dévoiler un par un vos cartes maîtresses. Et là, vous dites, écoutez, monsieur Jardin, je vous avise qu'au terme d'une expertise faite par un laboratoire faisant autorité, votre ADN a été trouvé sur la scène de crime. Et là, c'est l'avocate qui pousse un cri. Et donc, lui, fin la surprise, mais bon, mais je comprends pas, mais comment ça se fait? Et donc, il n'aura de cesse, pendant toute cette longue audition du 9 septembre 2014, en fin d'après-midi, il me dit, mais je comprends pas. Il y a un moment, je lui dis, je vous informe qu'au terme de l'expertise, votre ADN a été découvert aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pantalon. Et lui me répond, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse si on a retrouvé mon ADN sur son jean? Là, il me dit, monsieur Jardin, j'ai jamais dit jean, j'ai dit pantalon. Il me dit, si, vous avez dit jean. Et même l'avocat lui dit, non, l'inspecteur a dit pantalon, il n'a pas dit jean. Et là, on sent la panique. Donc l'audition se termine là. Je pensais très honnêtement qu'il allait vaciller, mais visiblement non. Et je le reconduis dans sa cellule pour sa première nuit en garde à vue. Je décide le lendemain matin de travailler, ce qui, moi, me touche le plus, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est quelqu'un qui s'est toujours présenté comme étant le père de famille idéal, avec des enfants, la pêche, la pétanque, les copains, les barbecues, voilà. Et puis, j'avais remarqué qu'au moment de la perquisition, sa nouvelle épouse et ses filles prenaient sa défense de façon extrêmement agressive et l'appelaient papa, en disant « mais vous vous imaginez pas tout le bien qu'il nous a apporté, il a redonné un équilibre à notre famille, il nous protège, c'est quelqu'un d'extraordinaire ». Et là, j'ai décidé de revenir vers lui pour une discussion informelle. Je le regarde droit dans les yeux, je reviens sur l'affaire en disant « de toute façon, monsieur, même si je ne vous juge pas, vous avez beau nier comme vous voulez, moi je vous le dis en face, pour moi le meurtrier Christelle Blétry, c'est vous, point barre ». Et là, je vois qu'il est pris d'une réelle émotion, il me regarde, il me dit oui, effectivement, je crois qu'il faut que je parle. Je les emmène donc dans la salle d'audition, je lance l'enregistrement, et là, je le laisse parler spontanément, et il me déroule ce qui s'est passé la nuit des faits, la façon dont il tombe nez à nez avec elle en rentrant ce soir du travail, à un moment où il n'était pas bien dans sa vie, il n'était pas bien dans sa tête. Il accable son épouse de l'époque comme étant à l'origine de cette fureur qu'il a en lui. Donc il entrevoit dans cette rencontre fortuite avec Christelle la possibilité de s'extraire de cette vie qui ne le satisfait pas. Il exigera d'elle de monter dans la voiture, d'avoir une relation imposée. Et puis à un moment où elle profite donc de voir Pascal Jardin se rhabiller, elle s'est rhabillée elle-même, elle ouvre la portière de la voiture et elle prend la fuite en courant.
Pascal Jardin m'expliquera à ce moment-là se prendre immédiatement un couteau dans la voiture et se lancer à sa poursuite. La rejoindre alors qu'elle hurle et la frapper jusqu'à ce qu'elle arrête de hurler. Et il remonte dans sa voiture sans se poser d'autres questions, rentrer chez lui, se laver les mains, se faire un sandwich, puis se coucher aux côtés de sa femme et retourner au travail comme si de rien n'était. Et c'est donc Raphaël Nedilko qui me tient informé de la garde à vue de Jardin et qui m'informe qu'il a avoué. Donc c'est beaucoup en 2 jours. C'est beaucoup. Hein. C'est connaître l'assassin de sa fille. Et, enfin, ce qui a vraiment été très très difficile, c'est d'apprendre qu'elle avait été violée. Et c'est vrai que c'est comme si elle avait été de nouveau assassinée, quoi. C'est violent, c'est violent. Pascal Jardin réitère ses aveux devant la juge d'instruction, avant de changer totalement de version seulement quelques semaines plus tard. Il n'avouera alors plus jamais le viol et le meurtre de Christelle Blétry. Mais les éléments à charge, dont la fameuse expertise ADN, vont convaincre les jurés. En février 2017, il est condamné à perpétuité devant la cour d'assises de Chalon-sur-Saône. La même peine est prononcée 1 an plus tard, cette fois-ci à Dijon lors de son procès en appel. Pour autant, à 63 ans, Pascal Jardin n'en a peut-être pas fini avec la justice. Le pôle de Nanterre, spécialisé dans les cold cases, a en effet décidé, fin 2022, d'examiner son parcours criminel. En clair, les enquêteurs vont reconstituer en détail l'ensemble de son parcours de vie, à la fois quand il vivait en Saône-et-Loire et dans les Landes, à la recherche d'autres victimes potentielles. Quand on imagine que Christelle a été tuée de 123 coups de couteau, je me suis toujours dit, c'est pas possible, il peut pas être son premier coup d'essai, quoi. Les experts, lors des 2 procès, même la première psychiatre qu'il a vue après l'agression de 2004, a dit qu'il avait un profil très inquiétant, un profil de tueur en série. Ils sont tous unanimes, il n'y en a pas un qui a dit non, le pauvre, c'était un accident de parcours. Non, il a le profil d'un tueur en série. Moi, j'ai passé plus d'un quart de ma vie à chercher la vérité pour l'assassinat de Christelle. Je crois que c'est le combat de ma vie. Donc, vous pouvez imaginer le nombre d'années qu'il a fallu pour qu'enfin on dise le dossier, je peux le ranger. Et vous l'avez rangé, ce dossier ? Je l'ai rangé. Alors, il n'est pas loin. Il est où ? Il est dans le placard. Il est dans le placard, là. Mais vous ne le rouvrez plus ? Non, je ne l'ouvre pas. Non. Mais 6 autres dossiers, eux, restent encore bien ouverts et toujours non élucidés. 6 meurtres de jeunes femmes commis en Saône-et-Loire ces 30 dernières années. Alors, Marie-Rose Blétry et son association Christelle continuent à se battre aux côtés des familles, avec l'espoir que ces affaires ne tombent pas aux oubliettes et qu'un jour, elles soient enfin résolues. C'est comme ça qu'on arrive à tenir aussi, hein. C'est à se dire qu'on aura des moments de joie pour ces familles qui attendent, donc de joie et de peine, parce que c'est toujours douloureux d'avoir la vérité. Mais en même temps, il la faut pour être plus serein. Moi, c'est ce que ça m'a apporté. Je trouve que je suis beaucoup plus sereine, j'ai plus toutes ces questions qui me hantent. Mes nuits sont plus calmes. Bon, c'est pour ça aussi que c'est bien de connaître la vérité sur l'assassinat. C'était Cold Case, la science face au crime. Un podcast original France Info. Premier épisode, le meurtre de Christelle Blétry, quand l'ADN conduit aux aveux. Un récit de David Di Giacomo. Réalisation Vanessa Nadjar. Coordination Pauline Pénanec. Prise de son Alexandra Bergel et Thomas Robin. Archives Denis Forget.